parler de ma recherche comme ça. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis excité d'être ici. Je ne sais pas, Véronique, si vous avez partagé les diapositives, si tout le monde peut les voir. Je fais à l'instant. Est-ce que vous Et pouvez voilà. voir? Oui, Merci. Bonne merci beaucoup. présentation. Merci. Donc, comme Véronique vous avez dit, je suis Lou Raskin. Je vais m'introduire après cette slide quand même. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une domaine assez nouveau, expérimental, un petit peu niche, l'écologie du paysage sonore. Une façon d'enregistrer les milieux naturels pour les mieux connaître les effets des changements climatiques sur la biodiversité et sur la santé en général de l'écosystème. Donc, on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Donc, comme Véronique vous avait dit déjà, je suis Lou, je suis un étudiant à la maîtrise à l'Université de Concordia dans leur programme de... je vais avoir de la difficulté à traduire des mots des fois aujourd'hui, mais it's the Media Studies Program. On dit souvent peut-être en français les études de médias, études médiatiques. Tout pour vous dire que je ne suis pas un écologiste, c'est ça le point le plus important. Mais mon intervention dans ce domaine de l'écologie du paysage sonore fait partie de la beauté de l'écologie du paysage sonore, c'est que c'est un domaine assez interdisciplinaire, on va en parler après, qui invite beaucoup d'interventions de d'autres disciplines autres que juste les sciences écologiques. Moi, personnellement, ma formation, c'est dans la production de son, soit dans des contextes de musique, mais aussi surtout pour la radio communautaire. Je suis membre j'ai un show que j'anime à CJLO 1690 AM, la station de radio de Concordia. Je m'engage avec d'autres projets aussi pour faire de mixage, la production pour d'autres émissions de radio. Et comme Véronique vous avait dit déjà, je suis en train de créer une série limitée de podcasts pour ma recherche, une forme de recherche-création, où la question, c'est central sur le sujet de l'écologie du paysage sonore, mais c'est vraiment de questionner comment d'autres discours de son, d'autres histoires et conceptions de paysage sonore peut affecter la façon dans laquelle on enregistre et on comprend la nature dans le contexte de son. Ça, c'est juste pour vous donner un petit contexte sur comment je m'interviens dans cette discussion de l'écologie du paysage sonore. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, next. Et juste pour commencer, ici, je vais vous donner un petit peu d'un plan de cours, petit menu de ce que nous attend pour la prochaine heure. Si vous avez des questions, comme Véronique vous avait dit, vous pouvez laisser des questions dans le chat. Je vais prendre des questions à travers la présentation et aussi à la fin. Mais pour commencer, je vais répondre à la question de $1 000 000, la raison pour laquelle vous êtes ici. Qu'est-ce que c'est l'écologie du paysage sonore? Je vais commencer par des définitions que j'ai. Je fais un petit peu d'un mix de diverses définitions pour créer une idée générale de quoi consiste l'écologie du paysage sonore, son raison d'être et aussi l'utilité d'utiliser le son parce que beaucoup de gens disent il y a beaucoup de façons de médier des données, des changements dans des écosystèmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une méthodologie de son? Donc, j'espère d'expliquer ça à travers la présentation. Mais pour qu'on sache comment les méthodologies de son, de médiation et d'enregistrement de son dans l'écosystème sont produits, il faut aussi être avis de
de conception et de discours de paysage sonore, parce que c'est un mot qui a beaucoup de définitions. Je vais vous donner l'idée un petit peu le plus mainstream, je dirais, mais il y a surtout beaucoup de différentes interprétations, excusez-moi, de ce qui consiste le paysage sonore. Donc, je vais parler un petit peu de l'histoire des personnages importants qui contribuent aux connaissances d'une idée de paysage sonore et comment l'écoute et l'enregistrement sont liés et comment ça a un effet sur quoi on enregistre. Après ça, je vais parler plus spécifiquement du son et l'écosystème, les façons dont on classifie des sources de son dans l'écosystème en parlant de biophonie, géophonie, anthropophonie. Ce sont des catégories de comment on peut écouter aux complexités sonores des écosystèmes pour mieux connaître les changements qu'ils affectent. Et en classifiant des sources de son, on peut mieux former des modèles des complexités acoustiques et mieux connaître les comparaisons entre des enregistrements d'un même écosystème à travers un temps. Après ça, je vais parler de méthodologie. Il y a beaucoup, c'est une science assez instandarisée. Ce n'est pas standardisé. Donc, il y a beaucoup d'expérimentation qui se peut se produire ici, mais je vais vous parler des idées plus guidantes de comment on peut participer, s'engager avec les méthodologies de son des écosystèmes, ce qui inclut l'idée de sonotope et surtout l'analyse spectrale. Et pour finir, je sais qu'il y a beaucoup de choses à parler. Pour finir, je vais en parler des applications interdisciplinaires, surtout dans le monde artistique, des arts sonores, qui posent des défis aux limites de notre écoute et des façons qu'on enregistre, et aussi comment l'écologie du paysage sonore a un lien très puissant avec des activités communautaires. C'est ça qui m'intrigue beaucoup parce que ça nous donne une opportunité de participer dans ce domaine, même si on n'est pas écologiste ou scientifique académique. Donc, la première question, qu'est-ce que c'est l'écologie du paysage sonore? J'ai formé une petite définition qui mélange un peu des idées de d'autres écologistes prééminents comme Elmo Farina et Brian Pijanowski, des noms qui vont, je vais répéter à travers la présentation. Pour vous expliquer que l'écologie du paysage sonore est un domaine qui utilise des enregistrements de paysages sonores comme moyen de compléter notre connaissance. J'aimerais pas dire compléter, mais de soutenir une connaissance des écosystèmes. Et pour le dire en plus clairement, ce domaine enregistre et analyse le son naturel afin de voir comment les écosystèmes changent au fil du temps. Et c'est cet aspect de comparaison que je trouve très important. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Parce que la plupart des fois, la façon dans laquelle les données des changements aux écosystèmes sont représentées, comme on voit ici graphiquement, il y a une graphique de BBC News et une de Map the Andean Amazon Project. Les données représentées de ces changements sont souvent basées sur cause et effet ou juste en termes de conséquences. La première graphique ici démontre la perte des effets sur la perte des facteurs qui contribuent à la perte d'habitation pour la biodiversité. Et on voit, il y a certains effets pour certaines espèces. Et de l'autre partie, on voit vraiment juste les effets de déforestation. Souvent, qu'est-ce qui manque pour moi, c'est une considération des effets plus entre niveaux, je veux dire. Les effets du changement climatique sont jamais une bonne chose pour la biodiversité, tout le monde sait ça, mais les effets ne sont pas uniformes et il faut être conscient de ça. Le son nous donne une capacité d'analyser non seulement en termes de macro de l'écosystème entre espèces, mais aussi le micro pour des espèces spécifiques. Oups, j'ai eu une petite snafu ici, désolé. Mais il faut être conscient que les effets du changement climatique pour la biodiversité ne sont pas uniformes.
Et l'effet de l'enregistrement de son, c'est d'entendre, d'écouter aux interactions dans une façon un petit peu plus nuancée. Prochaine, s'il vous plaît. Vous voyez ici une représentation photographique de changements affectés aux coraux en Australie, le blanchissement de coraux. C'est valide d'avoir des données comme ça nous donne, c'est un peu un effet de choc qui peuvent instiguer de l'action, mais on ne voit pas ce qui manque dans des représentations, des médiations photographiques comme ça. C'est vraiment une idée des interactions et comment les effets le chaudement des eaux affectent de différentes espèces. Il y a surtout des façons dans lesquelles des médiations photographiques peuvent représenter ou analyser des effets macro et micro, mais l'enregistrement de son nous présente une façon formidable et très efficace pour analyser ces effets. Donc, pour répondre aux questions pourquoi utiliser le son, on peut juste dire pourquoi pas. C'est extrêmement efficace. Il y a beaucoup d'applications et beaucoup de façons à écouter et enregistrer des spécificités dans un écosystème. La prochaine, s'il vous plaît. Et aussi, on voit durant les derniers 10 à 15 années que vraiment le domaine formal de l'écologie du paysage sonore s'est proliféré beaucoup. Il y a un livre, vous pouvez utilisé comme ressource de Almo Farina, simplement appelé Soundscape Ecology, qui est vraiment ce que je fais ici dans ma présentation, mais dans beaucoup plus de détails. Il y a des projets fondés avec beaucoup de fonds à Purdue University. Le projet de Brian Pijanowski et ses collègues, c'est l'article en arrière, au centre en arrière. Mais il y a aussi des interventions interdisciplinaires comme par des artistes comme Leah Barkley, qu'on voit à droite, et son projet de Sonic Explorers. Je vais en parler plus tard. Et aussi, même proche de nous, ici au Québec, j'ai parlé avec un écologiste, Raphaël Proulx, à l'Université de Québec à Trois-Rivières, qui a fait une présentation en collaboration avec un artiste, Thibaut Quinchon, où l'idée centrale était l'écologie du paysage sonore, mais il y a des différentes façons à rentrer dans cet domaine. Donc, ça a devenu quelque chose de populaire à travers le monde, mais c'est dans son période d'adolescence, je dirais. Donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est assez excitant pour moi de m'intervenir dans un domaine assez naissant comme ça. Prochaine, s'il vous plaît. Mais j'ai dit que c'est un domaine assez nouveau, mais l'idée de paysage sonore, c'est surtout pas quelque chose de nouveau. Et si on veut savoir comment notre pratique, nos techniques d'enregistrement sont informées, il faut être rendu compte du discours et de l'histoire de formation du paysage sonore. Prochaine, s'il vous plaît. Le paysage sonore souvent est crédit à un homme à la fin des années 60, ça a rentré le discours académique un petit peu plus populairement. Je vous présente R. Murray Schafer, c'est un compositeur, artiste, fondeur du World Soundscape Project, et c'est lui souvent qu'on dit le mot soundscape vient de lui. Je suis pas sûr de ça, mais je veux pas tracer des liens directs comme ça. Mais c'est surtout, ça est devenu très populaire dans son travail et son travail avec le World Soundscape Project chez Simon Fraser University à Vancouver. Mais pour lui, c'était surtout un compositeur, un artiste, un musicien qui a utilisé les sons de son environnement, les enregistrements faits en Vancouver pour ses compositions. Et en faisant ça, il a attribué une écoute musicale à des sons qui ne sont pas ce qu'on dirait musical. Il emprunte une oreille assez qui écoute pour des informations, des interactions dans un contexte de sons de ville, de sons urbains. Et il a utilisé ces sons pour améliorer ses compositions. Suivant, s'il vous plaît.
Et vous pouvez voir ici, juste, c'est un peu crazy, comment il a adapté des notations incluant des sons environnementaux dans ses pièces comme Apocalypsis 1980. Vous pouvez voir juste un peu le contexte avant-garde et expérimental ici, en incluant des paysages sonores dans son travail. Suivant, s'il vous plaît. Mais le grand effet de Schaeffer et son travail, c'est d'utiliser le son comme un moyen de déterminer comment les villes affectent notre bien-être. Si on écoute aux villes avec une oreille musicale, on peut entendre des informations de comment notre vie peut être améliorée dépendant de l'infrastructure de son et comment le son se transmet dans une ville. Et comme ça, l'écoute devient une fonction de conscience environnementale. Pour lui, simplement, le paysage sonore est défini par une collection de sons, mais peut-être la chose la plus importante, c'est des préférences pour qu'est-ce qui est mieux pour les oreilles humaines. Il y a toutes sortes de problèmes avec le travail de Schaeffer aussi. Je veux pas lui encadrer comme un savior de sound studies, mais il y a certainement des problèmes avec comment il regarde les sons musicaux, comment il regarde ce qui est bien pour nous. Il y a beaucoup d'assumptions, vous savez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de problèmes avec certaines parties de son discours. Suivant, s'il vous plaît. Mais l'introduction dans le monde plus dans un milieu naturel arrive proche du même temps que Schaeffer, au début des années 70. Un autre compositeur, un autre musicien, il travaillait pour la compagnie Moog en vendant des synthétisateurs. Synthétisateurs, j'espère que j'ai bien dit ça. En Californie, c'est un musicien qui s'appelle Bernie Krause. Krause, beaucoup comme Schaeffer, utilise les paysages sonores, les enregistrements pour ses compositions. Mais après avoir retourné à des milieux naturels proches de lui dans le Sierra Nevada en Californie, il trouve des modèles, juste en écoutant aux enregistrements, il trouve qu'il y a des structures à la formation des sons de la nature. Donc, après quelques années, il s'est rendu compte qu'il y a une application sur l'utilisation de son pour mesurer les différences, les changements dans les écosystèmes. Et pour lui, le son devient surtout une façon de comparer ces structures et ces modèles des signatures acoustiques dans un environnement. Prochaine, s'il vous plaît. C'est les effets de avant et après que Krause vraiment se rendu compte. Je vais vous jouer un petit clip durant son TED Talk. Il explique comment il a entendu des différences avant un projet de logging, d'exploitation de bois dans une forêt dans le Sierra Nevada. Avant le projet et après, vous allez entendre, il dit que visuellement, il n'y avait aucune différence, mais soniquement, si vous écoutez, vous allez entendre une variation. Oh non, j'entends rien. Est-ce que vous entendez parce que moi, j'ai rien entendu? Oui, on entendait le son. Si les autres participants, vous avez un problème de son, juste m'écrire dans la boîte de chat. Si quelqu'un peut me confirmer que le son est bien joué. Donc, je vais repartir la vidéo, Lou. Oui, s'il vous plaît. C'est quand moi je ferme mon micro. OK. Excusez, je pense qu'il y a un autre problème.
Well, a year later, I returned and using the same protocols and recording under the same conditions. I recorded a number of examples in the same dawn choruses, and now this is what we've got. This is after selective logging. You can see that the stream is still represented in the bottom third of the page, but notice what's missing in the top 2/3. Coming up is the sound of a woodpecker. Well, I've returned to Lincoln Meadow 15 times in the last 25 years, and I can tell you that the biophony, the density and diversity of that biophony has not yet returned to anything like it was before. Merci Véronique, c'est bon. But here's a picture of Lincoln Meadow. C'était pas si hi-fi que je voulais. Je pense que l'audio roule par external speaker, donc peut-être, j'espère que les gens peuvent entendre, mais tout pour vous dire qu'il y a un grand changement entre avant et après ce projet d'exploitation de bois, que soniquement, c'est la seule façon vraiment qu'on peut examiner et analyser cette différence. Suivant, s'il vous plaît. Maintenant, je vais parler un petit peu plus clairement des liens entre le son et l'écosystème spécifiquement et comment on peut mapper des modèles des complexités de biodiversité avec les enregistrements de son. Suivant, s'il vous plaît. Comme vous voyez ici, une façon de formuler des modèles de son des écosystèmes, c'est de tracer leurs sources. Le son est vraiment caractérisé par des interactions de différentes sources et chaque enregistrement possède un encadrement spécifique, c'est-à-dire que un enregistrement ne va jamais capturer le somme d'un écosystème, mais dans chaque enregistrement, on peut entendre des interactions situées. Et si on étudie les interactions sonores, j'ai fait une erreur dans mon diapositive, whoops. Pour savoir ce qu'il indique, on peut classifier les sources de son selon des catégories générales. Premièrement, je vais vous parler des sources biophoniques. La biophonie, c'est une façon de dire les vocalisations des organismes, tous les sons qui viennent d'un organisme, des rythmes quotidiens et saisonniers, des cycles saisonniers de certaines espèces et comment ils se vocalisent. Vous pouvez entendre un exemple, j'espère que ça fonctionne, que j'ai enregistré à la Parc national d'Oka au mois de juillet passé. J'espère que ça fonctionne. Véronique, si vous pouvez appuyer. OK, ben c'est surtout des oiseaux, des différentes espèces d'oiseaux. Les oiseaux sont, très effectivement enregistrés parce qu'ils se vocalisent avec beaucoup de volume. Et en concernant les biophonies, il faut aussi dire que des diverses espèces ne se vocalisent pas de la même façon. C'est un peu un problème pour le paysage sonore, l'écologie du paysage sonore, parce que, par exemple, un couleuvre ne se vocalise pas de la même façon qu'un oiseau ou d'un autre mammifère ou quelque chose. Donc, ça pose un petit peu d'un problème. La deuxième catégorie que je vais vous présenter, c'est la géophonie. Ça, c'est des sons qui sont produits par le paysage, des sons terrestres ou ceux qui ne viennent pas d'un organisme, c'est-à-dire le vent, les arbres, les courses d'eau. Vous pouvez entendre un exemple que j'ai enregistré à la réserve écologique du parc du Mont Gosford, proche de Maine, ici au Québec. C'est une course d'eau que j'ai vu en montagne. Encore, j'entends pas grand-chose, mais j'espère que vous pouvez entendre. OK. Puis la dernière catégorie consiste l'anthropophonie. Souvent, les écologistes ajoutent le terme technophonie, c'est-à-dire tous les sons produits par les humains, nos voix, nos villes,
nos médiations de nos voix, des ingérences, des interférences, les véhicules, tout ce qui consiste à les sons produits par les êtres humains. Voici un exemple que j'ai, un son assez familier que j'ai enregistré sur la rue Sainte-Catherine ici à Montréal. C'est assez bruyant. OK, prochaine, s'il vous plaît. Concernant les biophonies, juste pour vous donner une idée de comment on peut structurer des modèles en utilisant le son, l'enregistrement de son comme un guide, Krauss, l'écologiste que j'ai parlé avant, et ses collègues dans les années 90 suggèrent que les vocalisations des organismes se sont formées comme une adaptation évolutionnaire. Donc, cela signifie que plusieurs espèces ne doivent pas rivaliser pour les mêmes fréquences. C'est une façon de dire que quand les organismes sont formés dans un écosystème, leurs vocalisations sont formées spécifiquement pour faire partie de juste certaines parties du spectrum de fréquences. Et quand je parle de fréquence, je veux dire c'est une propriété de son dans lequel la longueur d'onde par seconde, c'est décrit par la longueur de l'onde de son par seconde et combien de cycles arrivent par seconde. Et l'unité de mesure l'unité de fréquence s'appelle un hertz. Les sons les plus graves qui s'habitent dans la range de base ont une longueur plus longue. Un cycle qui arrive moins fréquemment dans une seconde. Et les sons les plus aigus ont une longueur plus courte et arrivent plus fréquemment pendant une seconde. Donc, Krauss explique que les animaux, pour pas rivaliser, pour pas que les informations d'une espèce aient reçues par une autre espèce, ils ont développé des façons de juste avoir accès à une certaine partie du spectrum de fréquence. Pour lui aussi, il appelle ça the niche hypothesis. Il décrit dans beaucoup de détails dans son livre The Great Animal Orchestra. Et il explique aussi que les origines, peut-être, du formation et de l'arrangement de musique humain, nos orchestres, est influencé par cet arrangement de son naturel. C'est extrêmement intéressant. J'aimerais parler beaucoup plus, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais vous pouvez entendre en écoutant aux biophonies des différences de fréquence, de rythme, de cycle, de volume. Je vais vous donner un exemple des oiseaux ici dans la forêt boréale que vous avez tous entendu. Suivant, s'il vous plaît, Véronique. Le premier, c'est le messange. Le deuxième, le jet bleu. Vous allez entendre surtout une différence dans leur vocalisation. Si vous pouvez jouer le premier, s'il vous plaît. Oui, je suis désolée. Tous les participants, effectivement, le son sort très mal. Il ne semble pas passer dans l'ordinateur, mais plus à l'extérieur. Donc, c'est ça, OK. Je pourrais mettre la PowerPoint disponible sur le site internet. Je vais voir si je peux monter le volume pour. Il ne faut pas jouer le clip en entier. C'est OK. On peut juste pour avoir une idée. Et le G en comparant. On connaît tous ces sons, mais vous avez une idée déjà de peut-être comment les sons, les vocalisations de chants de différentes espèces d'oiseaux ne sont pas uniformes, surtout.
La prochaine, s'il vous plaît. Maintenant qu'on sait comment classifier peut-être les sons dans un enregistrement, il faut avoir une méthodologie pour connaître comment ils se relient, comment le lien entre les enregistrements et trouver des connaissances des santé des écosystèmes. Suivant, s'il vous plaît. Comme j'ai dit avant, ce domaine est très varié, pas standardisé, donc il y a beaucoup de différentes manières d'étudier le même écosystème. Il faut savoir premièrement à quoi on veut écouter. C'est pas simplement de rentrer dans un écosystème et rouler l'enregistreur. Sommes-nous à l'écoute des dynamiques communautaires de la même espèce ou des interactions entre les espèces et le paysage? Il y a beaucoup de différentes façons d'encadrer nos enregistrements. Et comme l'écologiste Raphaël Proulx m'a dit dans une entrevue, il y a 3 choses majeures à savoir, ce qui aide beaucoup l'analyse et la méthodologie de l'écologie du paysage sonore. Premièrement, c'est une conception des interactions dans l'écosystème, c'est-à-dire une idée du paysage sonore ou qu'est-ce qu'on veut surveiller et écouter. Il faut avoir une hypothèse aussi de rentrer comme Krauss a fait, rentrer avant un projet de forestière et après, il a eu l'idée qu'il va y avoir un changement après le projet d'exploitation de bois et certainement il y avait. Donc, une hypothèse aide à guider l'oreille à écouter pour quelque chose spécifiquement et à écouter à des interactions spécifiques. La dernière chose, surtout, c'est une méthodologie pour l'analyse de nos enregistrements. Et comme ça, je vous introduis au concept du sonotope et aussi à l'analyse spectrale. La prochaine, s'il vous plaît. Le sonotope, c'est plutôt une idée pour guider notre conception de l'enregistrement. Parce que, comme vous avez probablement pensé, excusez-moi, les complexités acoustiques dans un écosystème donné changent à travers des positions spatiaux et temporaux. Je peux rentrer au même endroit où j'étais à la parc d'Oka ou au parc de Mount Gosford ou même sur la rue Sainte-Catherine, je peux enregistrer encore aujourd'hui et probablement je vais entendre un paysage sonore très différent à cause du différence de saison, du temps de la journée même. Et comme exemple, ici, j'étais dans la forêt protégée dans un village de permaculture proche de Harrington, Québec, à la lac Besançon, appelé Terra Perma, où j'ai enregistré, voilà mes coordonnées, même exactement les mêmes coordonnées, seulement séparées par 6 heures. Un enregistrement fait vers minuit, 23h45, et la prochaine fait très tôt de la matin à 6h15. Donc, la variable ici, c'est juste temporaire. Vous pouvez entendre, peut-être, j'espère que ça fonctionne, le premier enregistrement. C'est surtout des grillons. Et si vous pouvez entendre maintenant, il y a beaucoup d'autres interactions sonores qui arrivent, autres que juste des interactions entre des grillons. C'est malheureux qu'on ne peut pas écouter précisément, mais juste pour vous dire, il y a une différence entre ces deux tranches de paysages sonores séparées par 6 heures. Suivant, s'il vous plaît. Le sonotope, c'est une façon de dire qu'il ne va jamais avoir un paysage sonore complète d'un écosystème, mais ce qu'on peut, le but de notre recherche comme écologiste de paysage sonore, c'est d'accueillir des données qui
avec chaque donnée représente un sonotope, un tranche ou une perspective située d'un paysage sonore. J'ai essayé c'est un terme premièrement décrit par Almo Farina, j'ai parlé un petit peu avant, mais j'ai essayé de représenter ça graphiquement avec un cercle, une bulle orange qui peut représenter le paysage sonore dans son actualité. Et chaque bulle verte peut représenter un sonotope. C'est-à-dire que on peut avoir une idée assez complète de l'écosystème, mais chaque enregistrement possède un encadrement. Donc, on va jamais avoir une idée exactement parfaite du son réel. Mais ces sonotopes sont assez importants parce qu'on peut au moins étudier des interactions soit communautaires ou entre biophonie, géophonie et anthropophonie particulières dans un moment, dans une tranche spécifique de temps et d'espace. Tout pour vous dire que le sonotope est une sous-unité du paysage sonore. Et le but pour moi, est, à cause de l'interdisciplinarité de ce domaine, c'est d'accueillir de plus en plus de données. Parce que si on a de plus en plus de données, de plus en plus d'enregistrements, on accueille de plus en plus de sonotopes, ce qui peut nous donner une idée plus complète du paysage sonore. Suivant, s'il vous plaît. L'autre méthodologie assez importante et que je vois à travers beaucoup de travail dans l'écologie du paysage sonore, c'est l'analyse spectrale. Vous avez vu dans la présentation de Bernie Krause, il a utilisé cette méthodologie pour analyser le spectrum de son qu'il a enregistré au Lincoln Meadow. L'analyse spectrale, c'est un graphique qui représente les sons enregistrés. L'axe X correspond au temps, l'axe Y correspond à la fréquence. Et la couleur du spectrogramme correspond à l'amplitude ou l'intensité, le volume de ces fréquences, avec les fréquences les plus basses, les plus moins entendues en violet ou bleu, et les fréquences les plus intenses en orange, vert, jaune, vers le blanc. Donc, juste pour vous donner une idée de l'utilité de l'analyse spectrale, s'il vous plaît, la prochaine, Véronique. Vous pouvez voir ici, c'est un endroit assez proche de moi, au Summit Woods à Westmount, sur la montagne au centre de Montréal. Je suis allé enregistrer pour voir comment ma position a ajusté, a changé les données dans mon enregistrement, similaire au expériment que j'ai fait avec le sonotope avant, séparé par un facteur temporaire. Mais ici, vous voyez, j'ai fait un enregistrement en face d'un belvédère. Je me suis tourné de 180 degrés et ensuite, j'ai enregistré la forêt qui était premièrement derrière moi. Et j'ai entendu une différence dans mes écouteurs, c'est sûr, mais quand j'ai vu visuellement ce qui est arrivé, je vois vraiment l'effet, l'utilité d'analyse spectrale pour comprendre un petit peu mieux comment un paysage sonore change à travers une position très d'un petit facteur de position. Donc, vous voyez ici, il y a des taches, des pics qui correspondent à des chants des oiseaux. Dans la première partie, le premier moyen du spectrogramme, ils sont assez intenses. Et en dessous, tout ce qui est en dessous de 2000 Hz, je dirais, est représenté dans une couleur orange, est devenu beaucoup moins intense après mon ajustement de position. Ces sons ici sous 2000 Hz correspondent au son, au bruit de la rue côte des neiges dans la distance que je pouvais entendre de la belvédère. Mais vous voyez, le changement de position démontre premièrement moins d'intensité dans les chants des oiseaux et moins d'intensité dans le bruit du rue devant de moi.
Le prochain, s'il vous plaît. Ici, c'est exactement le même endroit. J'ai retourné 2 mois plus tard, dans l'automne, en octobre. Et vous voyez aussi, premièrement, il y a beaucoup moins de chants des oiseaux, presque rien. Ça peut être un effet de la saison ou ça peut être juste la journée que j'ai enregistrée, on ne sait jamais. Mais j'ai pas fait assez d'enregistrement pour en savoir. Mais vous voyez quand même que la bruit de la rue est toujours là. Tout ce qui est en orange, la bande orange entre 0 et 2000 Hz sont toujours représentés dans le spectrogramme. C'est une bonne façon d'utiliser cette méthode pour préciser exactement où les sources de son sont dans le spectrum. Et c'est comme ça que Bernie Krause est arrivé à la conclusion que les animaux forment des vocalisations spécifiques dans le spectrum de fréquence. Je dois accélérer un peu parce que je pense que je manque de temps un petit peu, mais on est presque fini. J'aimerais vous parler des interventions artistiques et des activités communautaires pour vous donner une idée que l'écologie du paysage sonore, ce n'est pas juste réservé pour un contexte académique ou écologiste. Suivant, s'il vous plaît, Véronique. Le mot qui est associé avec ce domaine beaucoup, c'est l'interdisciplinarité. Vous voyez ici des images des artistes comme Thibaut Quinchon, un artiste et concepteur de son montréalais, et Francisco Lopez, un artiste et biologiste aussi, qui utilisent leurs particles de son pour poser des défis aux limites de notre écoute et pousser les méthodologies d'enregistrement dans des directions diverses. Il existe des endroits où on célèbre cette interdisciplinarité, comme le festival de Euphonia qui vient de se passer en Berlin, qui invite des spécialistes de son de différentes formations pour en parler de comment il peut émerger avec des méthodologies de son et des enregistrements plus robustes et plus nuancés. Suivant, s'il vous plaît. Juste des autres exemples des intersections avec le monde artistique et d'installation. Bernie Krause, avec qui j'ai parlé beaucoup avant, a fait une installation à Paris l'année passée appelée The Great Animal Orchestra, où les gens pouvaient se promener dans une chambre complètement entourée de spectrum de son. Donc, ils sont séparés par le stimulus visuel pour vraiment être submergés dans le son des écosystèmes. Je vais en parler un petit peu après de conscience environnementale associée avec l'enregistrement de son, mais c'est un bon exemple de ça en action. Il y a aussi des artistes comme Nick Forrest avec qui j'ai parlé. Elle était ici à Montréal. Et son projet Wild Intimacy, où elle utilise des enregistrements il s'appelle VLF en anglais, Very Low Frequency, ou fréquence très grave. Ce sont des sons qu'on ne peut pas entendre avec l'oreille naturellement. Ce sont des sons produits par la foudre ou Aurora Borealis, des sons, des ingérences dans le spectrum électromagnétique qu'on ne peut pas entendre. Mais dans son projet, on voit comment on peut pousser des méthodologies d'enregistrement de son naturel vers un contexte qui contient une appréciation pour des sons plus variés, autres que juste des sons qu'on peut entendre nous-mêmes comme humains. Aussi, Julie Nagram, une artiste Anishinaabe, a produit une installation Our Future is in the Land if we listen to it. C'est une installation qui contient des sons du terrain, des écosystèmes, mais aussi d'un discours de conception de son associé avec son histoire, avec son contexte autochtone. Donc,
tout pour vous dire que le discours avec lequel on participe pour enregistrer des sons environnementaux peuvent être explorés de divers contextes. La prochaine, s'il vous plaît. L'autre chose qui m'intrigue beaucoup en parlant d'interdisciplinarité, c'est la sensibilisation communautaire du paysage sonore et l'écologie du paysage sonore. Il y a des projets qui existent dans lesquels des gens comme moi et toi qui ne sont pas spécifiquement artistes ou écologistes peuvent en participer à collecter des données pour l'écologie du paysage sonore. Le premier qu'on peut examiner, c'est le projet de Leah Barkley, appelé the Sonic Explorers, où elle a engagé des jeunes en Australie à surveiller, à prendre des enregistreurs, des enregistreurs et rentrer dans des écosystèmes proches d'eux pour enregistrer les événements et les interactions des écosystèmes. C'était pas tout à fait pour accueillir plus de données ou plus de sonotopes, comme j'ai dit avant, mais c'était vraiment dans l'idée de pousser la conscience des jeunes vers une conscience écologique. Et le son comme moyen est très effectif pour ça. L'autre projet que je trouve très intéressant aussi, c'est de Brian Pijanowski et son équipe à Purdue, qui s'appelle The Record the Earth Project. Et The Record the Earth Project, c'était une application lancée en 2015 où l'équipe de Pijanowski a créé une application dans laquelle des gens pouvaient télécharger cette application et rentrer dans des écosystèmes et enregistrer avec leur téléphone. Et toutes les données étaient collectées par l'équipe de Pijanowski. Vous pouvez voir la carte ici qui contient tous les espaces qui ont été enregistrés. Et c'est une merveilleuse chose pour la collection de données et la diversification de sonotopes. Et le plus de sonotopes qu'on contient, le meilleure idée de moyen d'un écosystème on peut accueillir, je veux dire. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, juste pour faire un petit recap, comme j'ai dit avant, le son devient un moyen d'émerger des individus directement dans la réalité des changements d'écosystème. Et comme j'ai dit aussi, le plus de personnes qui enregistrent des sons des écosystèmes, de plus de données et de meilleures des idées de la dynamique de biodiversité qu'on peut accueillir. Et comme ça, la beauté de ce domaine, c'est que l'écologie du paysage sonore peut impliquer tout le monde, autre que juste le contexte écologique académique. Suivant, s'il vous plaît. Pour finir, là, je vais juste faire un petit résumé de présentation. L'écologie du paysage sonore, c'est surtout une façon de surveiller les interactions d'écosystèmes avec des enregistrements de son. Et les enregistrements nous donnent des indices sur la formation des vocalisations biologiques et les effets humains et géographiques, j'aimerais dire aussi, du terrain sur les écosystèmes. Ça nous aide à créer des cartes sonores presque complètes de l'écosystème qui peuvent servir de base aux efforts de conservation. Qu'on se rend compte de la capacité de comparaison entre enregistrement d'un temps à l'autre, c'est très effectif pour des efforts de conservation comme ça. Et comme j'ai dit souvent, l'opportunité est ouverte pour la recherche interdisciplinaire et la science citoyenne. Si vous voulez en savoir plus, j'ai inclus une petite bibliographie ici, des articles et des sites web, des livres qui servent comme une bonne introduction aux écologies du paysage sonore. Merci encore à Véronique, à la RMN et tout le monde qui est venu ici pour m'entendre. Je l'apprécie beaucoup. J'espère que ça a été un bon événement pour vous autres. Ben, oui, très, très intéressant. Merci, Lou Raskin, étudiant à l'Université Concordia.
vraiment, c'est très intéressant. Ça touche plusieurs branches. Et ce que je trouve intéressant aussi, personnellement, c'est que tu as fait le lien aussi avec la science citoyenne. On en parle beaucoup en conservation en terre privée, par exemple, d'impliquer les citoyens à protéger le territoire, à en parler aussi. Donc, c'est un bon moyen. Puis c'est accessible, ça me semble en tout cas accessible selon ce que tu nous as montré aussi par des fois des outils comme un téléphone ou autre, un téléphone intelligent par exemple. Je vais vous donner l'opportunité je vais donner l'opportunité à tous les participants de prendre un moment pour écrire votre question dans la boîte de questions. Si vous en avez à adresser directement à Lou, je vais lui transmettre. Si vous voulez poser la question aussi à voix haute, il y a possibilité de le faire. Donc, vous devez utiliser la fonction avec la petite main. Donc, levez la main et je vais pouvoir ouvrir votre micro si vous en avez un sur votre ordinateur. Donc, je vais juste vous laisser quelques secondes pour pouvoir écrire vos questions. Entre-temps, je peux vous passer peut-être des petits messages RMN. Donc, je voulais juste vous informer que les prochaines formations sont les suivantes. Donc, on va avoir une session pratique sur l'utilisation du logiciel Migradi, donc qui permet l'application visuelle des normes ouvertes. Cette session-là va être en anglais le 1er décembre. On va lancer aussi au mois de décembre un modèle de plan de conservation, donc début décembre. Donc, ce modèle-là va être disponible dans la boîte à outils du RMN. On va faire suivre aussi l'explication de l'utilisation du modèle de plan de conservation lors d'un rendez-vous RMN sur le sujet. Je vous rappelle que les rendez-vous RMN sont des événements privés pour les membres du RMN. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre, c'est une bonne opportunité de vous inscrire pour pouvoir en participer. C'est vraiment des sessions de questions et réponses, échanges, partage d'expériences aussi avec nos pairs. Donc, en décembre, on aura aussi, lors de ce rendez-vous RMN-là, 3 invités, donc 3 gestionnaires d'organismes pour discuter de l'utilité et de l'utilisation d'un plan de conservation. Vous allez bien sûr profiter de leur expérience et de leur bon coup. Et pour terminer le prochain webinaire Midi Conservation, je vous rappelle, les Midi Conservation, c'est généralement tous les derniers mercredis de chaque mois. Décembre oblige, c'est Noël, on ne sera pas là. Je vais vous souhaiter d'ailleurs un joyeux temps des fêtes d'avance. Donc, on va devancer un petit peu notre webinaire dans la 3e semaine de décembre. Donc, on aura comme invité une Albertaine, mais une Québécoise bien de chez nous, maintenant qui habite en Alberta, donc Marie-Ève Marchand, qui est membre de la Commission mondiale sur les aires protégées et directrice de la stratégie et gestion du groupe de travail de l'UICN et de la Commission mondiale sur les aires protégées, ainsi que Delphine Favorel, qui est consultante et aussi employée du RMN, pour nous présenter un webinaire sur le cadre de mise en œuvre proposé pour un plan stratégique au-delà de 2020 pour conserver la biodiversité. Donc, toutes les informations sont sur le site de Internet du RMN, bien sûr. Je retourne dans mon onglet de questions que je cherche. Ça ne sera pas très long. C'est ça qui arrive quand on gère plusieurs tu peux m'aider, moi, aussi, ça ne sera pas long. On y arrive. Non, c'est pas ça. Ma fenêtre a disparu. Non, peut-être. Ah oui. Voilà, super. Merci. Je retourne dans la boîte de questions. On va y aller avec une question de... je rouvre. J'arrive. Parfait. OK. Une question de Charles Montembeau. Y a-t-il des initiatives locales, par exemple au Québec, en cours dans lesquelles on peut s'impliquer pour le recueillement, la classification et l'analyse d'enregistrements sonores d'écosystèmes? C'est une bonne question, mais j'ai rien vu à propos de formes de crowdsourcing comme ça au Québec. Il existe des projets, l'écologiste avec qui je parlais pendant la présentation, Raphaël Proulx, faisait partie d'un projet, le projet Rive,
C'était une façon crowdsource de l'analyse des rivières au Québec, mais pas tout à fait relié au paysage sonore écologique. Pour à quoi je sais maintenant, je ne pense pas qu'il existe des initiatives comme ça ici au Québec présentement. Merci. Est-ce que, M. Raskin, vous avez travaillé avec la biologiste Catherine Potvin au Panama? C'est une question de Georges Savard. Est-ce que vous connaissez Mme Potvin? Potvin, non. Non. Elle est écologiste de paysage sonore ou juste écologiste en général? Je ne connais pas. Vous pouvez m'écrire si vous voulez après. Oui. C'est pas précisé dans les questions. OK. On peut en parler après, sinon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions des participants? Si vous avez une autre juste un instant, je les descends. De M. Goulet, serait-ce possible, je vous dis merci pour la présentation, serait-ce possible d'avoir vos coordonnées, bien sûr. L'une des stratégies que nous voulons mettre de l'avant dans un contexte de territoire en lutte, foresterie versus la conservation, dans une forêt probablement ancienne sur des terres publiques, est d'aborder le territoire par le son et l'image et de permettre à ce son, ce silence aussi, de pénétrer dans les salons des gens, dans les cités. Nous aimerions discuter des technologies et concepts sonores avec vous. Je vais vous mettre en contact avec M. Goulet. Puis, wow. Super projet, encore une fois, c'est vraiment stimulant de vous entendre. Bien, merci beaucoup. L'Institut des territoires, donc partagerez aussi avec nous, avec l'RMN, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, M. Goulet, je l'apprécie beaucoup. Parfait. Voilà, fait que je vous mettrai les deux en contact sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Je vous laisse quelques secondes pour les écrire. Sinon, M. Raskin, c'est quoi la suite pour vous? La suite? Vos activités par rapport au son, vous continuez? Ben oui, je suis en train de finir mon podcast pour mon projet de maîtrise, ce qui va être lancé vers la fin du printemps 2021, j'espère, au mois de mai ou juin. Mais je vais continuer d'enregistrer ces environnements. Je peux peut-être évoluer le projet dans un autre contexte ou élargir mon podcast après ça, mais pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Merci. Je vais vous souhaiter au nom du RMN et au nom des participants une bonne continuité dans vos projets. Puis en espérant de pouvoir vous lire aussi dans des revues spécialisées ou vulgarisées. On ne sait jamais. Informer le RMN de la suite de vos projets, qu'on puisse en parler aussi avec les organismes de conservation et les principaux intéressés en conservation volontaire. Sur ce, absolument. à tout le monde que la présentation de M. Raskin va être disponible aussi sur le site du RMN. Donnez-nous une journée ou deux pour pouvoir faire un téléchargement et la rendre disponible, ainsi que l'enregistrement de la présentation. Sur ce, tout le monde, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre midi conservation. Et je vous souhaite un bel après-midi. Merci encore, M. Raskin. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venu ici. Merci à RMN de me recevoir. Bye bye. Merci. Salut.